L'échiquier international, soyez les bienvenus. On entame la 4e semaine de guerre contre l'Iran et aujourd'hui, on va essayer de prendre le pouls de la société américaine, du moins une partie concernant l'agression américano-sioniste contre l'Iran. Sociologiquement et même historiquement, vous n'êtes pas sans savoir que les Américains n'aiment pas trop voir leurs boys s'embarquer dans des aventures guerrières loin de chez eux, le fameux syndrome du Vietnam. Voir des cercueils américains, de soldats américains est un traumatisme qui peut faire basculer une opinion en un rien de temps. Une guerre à quelques mois des votes, des mi-termes, n'est jamais de très bon augure pour l'administration en place. Et pour l'heure, on ne voit pas le début de la démarche d'un cessez-le-feu. Le pape Léon XIV a lancé dans la journée un appel pour justement une paix, mais très peu de chances que cet appel soit pris en compte. Surtout que Donald Trump n'est pas toujours très clair dans ses démarches. Je vous laisse juge de ses déclarations durant ces 2 jours. Alors vendredi, il nous dit tout simplement que les États-Unis envisagent de mettre fin à la guerre avec l'Iran. Samedi, les médias américains comme Aviax rapportent que Trump prévoit d'éventuelles négociations de paix avec l'Iran. Et puis il y a quelques heures, Trump revient à la menace en disant que si l'Iran n'ouvre pas le fameux détroit d'Ormuz d'ici 48 heures, les États-Unis détruiront toutes leurs centrales électriques. C'est pour dire que nous sommes dans une équation qu'il est très difficile de lire. Alors, combien de temps va durer la guerre ? Les Américains sont les premiers à s'interroger. On en parle et c'est tout de suite. Le 1er mai 2003, George W. Bush proclamait la victoire en 6 semaines après le début de la guerre en Irak. Le conflit durera finalement 8 ans et le retrait des forces américaines interviendra en 2011. Après 4500 soldats américains tués, 30 000 blessés, un coût de 2000 milliards de dollars. Ce type d'épisode est en train de remonter à la surface au sein des analystes et au sein des débats des Américains avec cette guerre en Iran qui est partie pour durer, on le craint. En tout cas, pour en parler, nous recevons depuis New York Jonathan Alperi. Bonsoir. Bonsoir. Franco-américain, reporter de guerre et qui connaît bien le terrain du Moyen-Orient et aussi les États-Unis d'Amérique avec ses reportages à découvrir. D'ailleurs, on vous le conseille. Alors, Jonathan, encore bien, merci d'être là. On entame la 4e semaine de la guerre contre l'Iran. Comment est perçue cette guerre de là où vous vous trouvez, c'est-à-dire New York ? Alors en effet, il y a, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on ne comprend pas très bien pourquoi Trump a décidé de faire ça, et surtout à quelques mois avant les élections de midterms, qui sont au mois de novembre, qui sont des élections très importantes pour chaque président, et en particulier quand c'est le 2e terme, car c'est à partir de ce moment-là où on voit si les résultats de ces politiques internes et externes au pays ont fonctionné ou pas. L'Iran est une grande surprise pour beaucoup, et d'ailleurs beaucoup de gens s'interrogent par rapport à ça en essayant de comprendre pourquoi est-ce que Trump a décidé de faire ça, et donc certaines personnes comme Tucker Carlson ou d'autres personnalités publiques qui sont dans le mouvement MAGA aux États-Unis, qui a participé en grande partie à l'élection de Trump pour la première et la seconde fois, essayer de comprendre ce qui se passe. Et en effet, les gens s'interrogent, car on se demande aussi quelle est la relation avec ce qu'on appelle aux États-Unis la classe de donor class, donc cette classe plutôt juive américaine pro-sioniste qui estime que Israël est une priorité au niveau géopolitique avant même les intérêts des États-Unis. Donc un grand questionnement est en train de se poser là-dessus, et certaines de ces personnalités publiques le disent ouvertement, et ça pose question en effet. On va en parler, bien entendu, de ce lobby aux États-Unis qui est un secret pour personne avec sa puissance. Mais je voudrais qu'on revienne sur les déclarations contradictoires, alambiquées du président Trump concernant la guerre en Iran. Il y a d'un côté, il menace d'un côté l'Iran de bombardement. Par exemple, la dernière en date, c'est l'ouverture du détroit d'Ormuz sous 48 heures. Sinon, il y aura des bombardements des centrales électriques iraniennes. Et parfois, il laisse entendre, comme il y a quelques jours, que la guerre était bientôt terminée. Alors,
Comment vous l'analysez? Est-ce qu'il y a une forme de panique? Est-ce que c'est une impuissance maquillée en fermeté parce qu'il y a une absence de plan? Ou est-ce qu'il cherche désespérément une solution? Comment comprendre l'attitude du président américain selon vous? Bon, déjà, on l'a vu avec le Venezuela, on va le voir avec Cuba. D'ailleurs, j'y étais il n'y a pas très longtemps pour couvrir un peu ce qui se passe là-bas. Les moyens de négociation de Trump sont assez particuliers et lui sont propres. Donc, il y a des menaces très puissantes, donc il monte dans les enchères de manière très haute pour forcer la main à l'opposition et dans ce cas-là, l'Iran. De temps en temps, ça marche, de temps en temps, ça marche pas. Sur le Venezuela, ça a très bien fonctionné. Sur l'Iran, c'est pas du tout le même morceau et on voit bien que l'État iranien a été préparé, se prépare depuis des décennies à ce genre d'éventualité. Donc, je pense que ça fait partie de ces négociations. Évidemment, il est probable que Trump et son administration soient un peu surprises de la résistance assez acharnée des Iraniens qui ne cèdent pas, malgré quand même des pertes probablement très lourdes. On ne parle évidemment pas des pertes des soldats, des gardes révolutionnaires, mais on parle essentiellement du leadership. Donc on ne sait pas, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu 8000 cibles qui ont été détruites. C'est absolument énorme. Probablement des milliers de soldats qui ont été tués dans ces bombardements. Mais à ce moment-là, l'Iran continue à résister, réplique plus ou moins fermement, mais c'est une escalade qui est en train de s'appliquer. Et Trump, évidemment, surenchère là-dessus. Et évidemment, le problème qu'il a, c'est le temps. Les Iraniens l'ont, les Américains l'ont pas, bien entendu. Jonathan, il y a beaucoup de choses qui se disent sur la mort des soldats américains. Il y a eu beaucoup de rumeurs. Officiellement, il y aurait entre 7 et 8 soldats qui auraient été tués, mais beaucoup de rumeurs circulent et beaucoup d'analystes disent que les soldats américains, le nombre de morts est beaucoup plus important que ce qui a été avancé officiellement. Là-dessus, je peux pas trop me prononcer. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que si c'est le cas, on le saura, et dans des courts délais, car les familles, s'il y a des morts en plus qui n'ont pas été répertoriées, les familles vont le dire publiquement, vont aller voir les médias, les réseaux sociaux, ça va être dit très rapidement. Donc, s'ils cachent les pertes, ça serait vraiment idiot de leur part, parce que ça va se savoir rapidement. Pour l'instant, rien ne prouve que c'est le cas. Si ça l'est, on le saura rapidement, comme je viens de le dire. La colère due à cette guerre monte chez une partie du mouvement MAGA, à qui Trump a pourtant promis d'en finir lors des campagnes présidentielles, d'en finir avec les guerres du Moyen-Orient d'Obama et de Biden, c'est comme ça qu'il les appelait. Mais même au sein de l'administration de Trump, il semble qu'il y ait une forme de dissonance, même une forme de colère. On remarque par exemple des postures différentes entre, par exemple, d'un côté, on l'avait déjà dit ici, d'un côté, la posture d'un vice-président comme J.D. Vance, qu'on n'entend pas trop sur le sujet de la guerre en Iran, et puis d'un autre, ce qu'on pourrait appeler les néoconservateurs comme Marco Rubio, Steve Witkoff et surtout, comment ne pas le nommer, Monsieur Jared Kushner. Non, mais c'est clair. C'est vrai que, alors, on peut faire presque des différences entre les premiers 4 ans de Trump, entre 2017 et 2021, et ces 4 ans en ce moment. Son premier mandat, beaucoup de gens autour de lui étaient des néoconservateurs. On dira plus aujourd'hui impérialistes. Je pense que le mot impérialiste est un peu plus clair et un peu plus ajusté aujourd'hui que néoconservateur, qui est un vieux mouvement qui date des années 50, après sa cession avec les mouvements conservateurs. C'est vrai que Marco Rubio est plus dans cette lignée-là, tandis que J.D. Vance est plus dans le mouvement MAGA. Et comme vous l'avez dit très justement, Marco Rubio est quelqu'un qu'on n'entend pas trop parler depuis quelque temps. Et ce dont je crois comprendre, c'est qu'il doit être particulièrement fâché, voire assez mécontent de ce qui est en train de se passer en Iran, car il a été élu avec Trump sur des promesses très strictes et très claires sur le fait, comme vous l'avez dit très justement, on ne va pas continuer à faire ces guerres impériales, ces guerres qui ne terminent jamais. Et là, on s'est mis là-dedans. L'Iran, évidemment, ce qui se passe en ce moment, il est très difficile de voir ce qui va se passer. Ça peut se terminer demain ou ça peut devenir une guerre générale dans un contexte régional, bien entendu. Donc, on verra ce qui se passe.
Après, évidemment, la grande question, c'est qu'est-ce qu'ils ont préparé après, si quelque chose a été préparé dans le sens où il y aurait un certain nombre de généraux de l'armée iranienne qui sont en communication avec les Américains et l'État sioniste pour leur dire, bon, on va prendre le dessus, on va détruire les gardes révolutionnaires, ils vont prendre leur retraite et nous, on va prendre le dessus, le peuple sera avec nous. C'est évidemment le scénario qu'ils veulent. Est-ce que ça se passera comme ça? On le verra bien avec le temps. Alors mardi, il y a eu la démission, ça a beaucoup été commenté aux États-Unis, la démission de Joe Kent, chargé de la lutte antiterroriste au sein de l'administration Trump. Kent, alors c'est pas n'importe qui, c'est un ancien béret vert, un ancien soldat des forces spéciales. Il connaît donc le terrain de la guerre, Irak, Iran, durant quelques années, de longues années d'ailleurs. Dans un message sur X, Kent, lors de sa démission, reproche à la Maison-Blanche d'avoir entraîné la nation américaine dans une guerre alors que l'Iran ne représentait aucun danger immédiat. Trump a rétorqué quand on lui a posé la question lors d'une conférence de presse. Il a dit que finalement, Kent était un incompétent dans le domaine de la lutte contre l'insécurité. Juste après, Kent a donné une interview à Tucker Carlson qui a beaucoup été commentée aux États-Unis, mais on a très bien vu qu'il y avait encore des lignes de fracture. Oui, en effet. D'ailleurs, Tulsi Gabbard aussi a dit publiquement, Oui. je crois qu'il y a 2 jours, un peu la même chose sur les vraies raisons pourquoi on a commencé ce nouveau conflit avec une puissance régionale comme l'Iran. Quand on questionne un certain nombre de personnes qui connaissent bien l'Iran de l'intérieur, expriment ou pensent qu'à terme, le peuple iranien aurait avalé avec le temps le régime et il y aurait eu un changement, je dirais pas entièrement démocratique, mais en tout cas dans cette direction-là. Donc si ces gens-là ont raison, il n'aurait pas été préférable ou nécessaire d'intervenir comme ils sont intervenus. Mais ce qu'on reproche à M. Kent, c'est, en tout cas dans les mouvements juifs aux États-Unis, plutôt démocrates, néoconservateurs, non, mais vraiment démocrates, estime que c'est quelqu'un donc par définition d'antisémite, ce qui n'est pas vrai bien entendu, mais c'est une réplique, c'est presque automatique maintenant, car il pense, et il n'est pas le seul, que Netanyahou a mené la barre là-dessus et aurait trompé Trump, ce qui est une possibilité. Ce n'est pas vraiment prouvable, mais c'est possible en effet, en leur faisant croire que l'État iranien pourrait chuter beaucoup plus facilement que ça. Et évidemment, c'est pas le cas. Mais il faut pas oublier, je voudrais rajouter ça à vos téléspectateurs, c'est que les guerres, quand on les commence, qu'elles soient civiles ou par procuration ou autre, quand on les commence, elles sont difficiles à arrêter. Les changements de plan sont constants, ça ne reste jamais les mêmes. Et donc, par définition, on ne sait pas ce qui va se passer et qu'avec le temps, on va le savoir. Et il y a beaucoup de gens à la télévision qui essayent un peu de prévoir ce qui va se passer. On ne sait pas quels sont les plans vraiment internes qui ont été érigés pour terminer cette guerre. Vous avez parlé, Jonathan Alperi, de Tulsi Gabbard, qui est directrice du renseignement national, qui a contredit Donald Trump, puisqu'elle a été auditionnée par des parlementaires mercredi. Elle affirmait également, comme Joe Kent, que l'Iran n'avait pas lancé son programme nucléaire ou relancé son programme nucléaire, surtout depuis les frappes américano-sionistes en juin dernier, la fameuse guerre des 12 jours, c'est comme ça qu'on l'appelle en tout cas en Occident. Certains commentateurs pensent qu'elle sera démise de ses fonctions, tout comme Kristi Noem, la ministre de l'Intérieur, qui a été aussi remerciée il y a quelques jours par Donald Trump. Il y a une tendance, en tout cas on se pose sérieusement la question, il y a une tendance du déni chez Donald Trump. Enfin, il préférait des gens sur qui il aurait un ascendant, surtout que c'est pas isolé, ce mécontentement de la guerre américaine contre l'Iran, selon un sondage américain, seulement 25% des Américains soutiendraient cette guerre contre l'Iran. Alors en effet, si ces chiffres de 25% s'avèrent très précis, à ce moment-là, il est tout à fait probable de penser que ces 25%, en tout cas une partie, sont représentés par les mouvements évangélistes américains, qu'on appelle en fait des mouvements évangélistes pro-sionistes. Donc ce sont ces nouvelles mouvances chrétiennes
assez hardcore, c'est pour faire simple, et qui sont très pro-Israël. Et donc, c'est pour ça qu'on les appelle évangélistes sionistes. Donc ces gens-là sont très contents de voir l'ancienne Perse, si je peux me permettre, parce que ces gens-là ont aussi un contexte de l'histoire assez long d'une certaine manière, ce qui peut sembler bizarre parce que c'est les États-Unis, mais quand même que le vrai problème c'est l'Iran et puis c'est tout. Évidemment, la situation au Moyen-Orient est beaucoup plus complexe que ça. Le peuple iranien est évidemment un peuple de grande qualité, est un très vieux peuple qui voit le temps long, un peu comme la Chine d'une certaine manière, donc qui estime que sur le temps long, on pourra vraiment développer sa civilisation. L'Occident a un peu oublié ce genre de méthode. Mais Tulsi Gabbard et plein de gens autour de lui, en effet, estiment que Trump fait des choses étranges en ce moment sans vraiment comprendre pourquoi, d'où les accusations envers Netanyahou pour dire que c'est lui qui mène la barre et qui aurait trompé l'État américain. Alors, s'il s'avère que c'est vrai, à ce moment-là, il est entouré de gens très incompétents, parce qu'on a quand même affaire à l'État américain, c'est pas n'importe quoi. Il y a une résonance due aux démissions de Joe Kent et surtout après l'audition de Tulsi Gabbard, la chef du renseignement américain. Elle a été auditionnée devant les parlementaires. On peut aussi citer en ce moment même les critiques de l'analyste et professeur Jeffrey Sachs ou encore du célèbre professeur John Mearsheimer, auteur du livre « Le lobby pro-israélien et la politique étrangère américaine » et bien d'autres, à savoir que Donald Trump aurait été manipulé par des lobbies sionistes et il se serait lancé dans cette aventure donc iranienne pour des intérêts autres que ceux du peuple américain. Et cette musique est en train de monter aux États-Unis. C'est ça le fait qui est peut-être nouveau. Est-ce que vous le percevez, par exemple, de là où vous vous trouvez ? Oui, c'est très intéressant parce qu'on voit bien qu'à ce moment-là, il y a une vraie divergence qui s'applique entre les intérêts nationaux israéliens et les intérêts nationaux américains. On voit bien qu'il y a une différence parce que si on essaye d'étudier les choses de manière très claire et très froide d'une certaine manière, quels sont les intérêts américains de voir l'État iranien chuter? Pour les mouvements conservateurs, c'est toujours la même chose, qui sont toujours dans une politique ou dans une espérance de guerre froide. On le voit bien avec le rapport avec la Russie et la guerre qu'il y a en Ukraine en ce moment, dont on ne parle plus d'ailleurs pour l'instant. Donc on voit bien, il y a encore ces vieilles mouvances-là. L'État hébreu, lui, par contre, estime que les mollahs doivent être détruits. Moi, à titre personnel, c'est clair que les mollahs ou le régime iranien ce sont des gens très intelligents, ce sont pas des idiots, mais ce sont aussi des gens très violents. Faut quand même pas oublier ce qui s'est passé au mois de janvier, où on estime qu'ils auraient tué à peu près 32 000 de leurs civils en quelques jours. Et des détails très très précis sont revenus vers moi en expliquant comment les choses ont été faites. Donc c'est quand même un régime très violent. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut le renverser forcément et essayer de trouver autre chose derrière. Puisque, en fait, si on voulait que les choses se passent bien, il faudrait que le peuple iranien, lui, digère cette révolution de 79 et apporte quelque chose après, mais c'est à eux de décider. Si on essaye d'intervenir à nouveau et de faire ce qu'on appelle un changement de régime, à ce moment-là, comme vous l'avez dit très bien tout à l'heure, on revient à nos vieux démons de la guerre de 2003 et ainsi de suite, des choses qui ne marchent jamais d'ailleurs. Que ça soit un peuple, disons, autoritaire, ça regarde, justement, ça touche à la souveraineté. Mais de là à peut-être bombarder des gens pour un changement de régime, on l'a vu avec l'Afghanistan, avec la Libye, avec la Syrie, que les expériences ont été très douloureuses pour les populations en place. En tout cas, Jonathan, le génocide à Gaza et les États-Unis d'Amérique ont aussi peut-être changer les lignes du débat, même concernant le dossier iranien. On en profite d'ailleurs pour donner cette info. Le procureur général de la CPI, Karim Khan, et c'est tombé aujourd'hui, qui avait émis des mandats d'arrêt contre Netanyahou et Gallant, a été innocenté des accusations d'harcèlement sexuel. Ce dossier avait surgi alors que des auditions et des enquêtes de Karim Khan étaient en train d'être menées. Il est donc innocenté. Jonathan, je dis ça parce que le génocide à Gaza, aux États-Unis, a une portée. Il y a également, par exemple, une enquête d'opinion qui est proposée chaque année. C'est la fameuse enquête d'opinion. Gallup, on pose des questions différentes et chaque année on pose cette question: est-ce que les Américains sont plutôt pro-sionistes ou pro-israéliens? Et pour la première fois,
Voilà le résultat. Les Américains seraient pro-israéliens à 33% et pro-palestiniens à 41%. Il y a une baisse du soutien, on le voit, c'est les chiffres qui le disent, une baisse du soutien de la cause sioniste aux États-Unis. Netanyahou et les ministres sionistes qui l'avaient précédé avaient la caution du soutien du peuple américain. Là, on voit que le génocide à Gaza est passé par là et cette caution est en train de voler en éclats. Oui, c'est vrai que ce qui s'est passé à Gaza ou ce qui est encore en train de se passer, donc des bombardements particulièrement nourris pendant plus de 2 ans, les Américains ont leurs défauts, mais ils ont une grande qualité dans leur grande majorité, c'est qu'ils n'aiment pas quand un pays plus puissant tape sur un pays qui ne peut ou peut pas se défendre, ou en tout cas pas dans les mêmes capacités, ce qui a été le cas quand on compare l'armée israélienne et l'armée, enfin les groupes de Hamas, on n'est pas du tout dans les mêmes possibilités létales. Donc pour les Américains, c'est évidemment assez inacceptable. Donc le nombre de civils qui ont été tués, d'ailleurs, on ne sait même pas combien. Je crois que c'est peut-être il y en a qui parlent plus de 100 000, enfin des chiffres absolument énormes. Pour les Américains, c'est inacceptable, hein, pour des raisons, d'ailleurs, pour certains d'entre eux, pour des raisons religieuses dans la chrétienté. On ne fait pas ça à des populations civiles. Donc, ce sont des vieilles tendances religieuses américaines qui ont aussi repris le dessus par rapport à ça. Évidemment, je mets à part les évangélistes, comme je disais tout à l'heure, parce que c'est un peu particulier. Parce qu'eux sont pas mal dans la conversion, dans les pays étrangers, tout ça, tandis que les autres chrétiens, plutôt les catholiques, plus comme ça, c'est un peu différent. Et en effet, la majorité des Américains estiment que l'État sioniste est allé trop loin et que ils vont payer le prix de ça et qu'ils reprochent beaucoup à Netanyahou d'avoir aussi fait ça pour survivre politiquement. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, Jonathan, on est à 6 mois des midterms. Le climat est un peu explosif aux États-Unis à cause de Trump et la politique intérieure. On aurait pu parler du Congrès et des taux de douane qui ont été justement rebootés par le Congrès parce que on a jugé que Trump n'avait pas l'urgence d'imposer des tarifs douaniers exorbitants. D'ailleurs, beaucoup d'entreprises américaines réclament des compensations. En tout cas, c'est pour dire qu'il y a plutôt un climat explosif aux États-Unis et à 6 mois des midterms. Beaucoup de choses peuvent se passer d'ici là, mais Trump a un calendrier, il a des pare-feux politiques, il y a le Congrès américain, mais on voit peut-être que sa marge de manœuvre est en train d'être plutôt réduite. Tôt ou tard, il devra revenir au concret, c'est-à-dire au concret, essayer d'expliquer, ou en tout cas clarifier ses positions, que ce soit au niveau international, mais même en interne. Alors, ce que vos téléspectateurs doivent bien comprendre, c'est que les midterms sont faits pour ça. Donc, les premiers 2 ans des 4 ans de n'importe quel président, il a ces 2 ans pour appliquer son programme le plus rapidement possible. C'est très court, bien entendu, et il est limité sur pas mal de choses légales. C'est ce qu'on appelle les checks and balances aux États-Unis, qui ont, pour beaucoup d'entre eux, explosé en plein air pour d'autres raisons. On ne va pas rentrer dans les détails, ça serait trop long. Mais ces midterms sont évidemment cruciales, un peu plus que d'habitude, parce que Trump, en effet, est allé très loin dans son programme, en particulier en politique sécuritaire interne, qui a été la raison principale pourquoi Trump a été élu. On commence à rebloquer la frontière avec le Mexique, on détruit les éléments criminels, on s'en prend à la drogue, ainsi. Ça, très bien, il est très bien arrivé. La grande majorité des Américains sont d'accord avec ça. La très grande majorité. Mais évidemment, avec les tarifs, ce qui se passe en Iran, Gaza et d'autres choses qui suivent et qui vont suivre dans un futur proche, ces midterms sont faits pour le ralentir. Elles ne sont pas uniquement faits pour le stopper et passer à autre chose. C'est dire, bon, ok, pendant 2 ans, tu as pu faire tout ça, maintenant on arrête, on se calme. Et c'était donc pas le Congrès pour les tarifs, c'était la Cour suprême américaine, je précise, qui a dit c'est illégal ce que vous faites. Donc c'est essentiellement pour le ralentir et les élections souvent de midterm sont des pertes au niveau électoral pour les présidents. Et après on va voir ce qui va se passer pour Trump. On a affaire à quelqu'un de très différent et de particulier par rapport au président d'antan. Donc là, on va voir. Mais ce qui est sûr, c'est que le pays est très divisé. Il le restera. Il l'était avant Trump. Il le sera après lui. Trump n'est qu'un catalyseur, si je peux me permettre de dire, un accélérateur de certaines choses.
Et les Américains feraient mieux de s'entendre avec eux-mêmes, sinon ce sera soit la guerre civile ou une sécession au sein même de l'Union. Toujours le spectre de la guerre de sécession aux États-Unis qui est encore bien là. Merci Jonathan Alpiri d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes reporter de guerre et journaliste. Et merci pour vos explications et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. L'échiquier international se conclura ici. Merci de nous avoir prêté attention. Bonne suite des programmes sur Al24 News et on se dit à demain.